En 2008, Satoshi Nakamoto publiait un article décrivant un nouveau système d'échange numérique basé sur une nouvelle technologie, la blockchain. C'est ainsi que naissait le Bitcoin. Aujourd'hui, tous les bitcoins du monde valent à peu près 2000 milliards de dollars, ce qui représente un peu plus de 10% de la valeur totale de l'or dans le monde, qui est estimée à 19 000 milliards de dollars. C'est dans ce contexte que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Anne Maréchal, associée au sein du cabinet d'avocats de Gaulle-Fleurance et ancienne directrice juridique de l'AMF. Anne, bonjour. Est-ce que tu voudrais bien nous rappeler ton parcours et comment tu en es venue à travailler sur la blockchain ? Bonjour Monkey, merci pour ton invitation. Alors sur mon parcours, j'ai commencé ma carrière comme haut fonctionnaire au ministère des Finances. J'ai ensuite fait des allers-retours entre le privé et le public. J'ai notamment été plus de 15 ans avocate. Au cours des 8 dernières années, j'ai été directeur des affaires juridiques de l'AMF. Avant de créer une pratique de conseil dédiée à la blockchain et aux actifs numériques chez de Gaulle-Fleurance. Notamment parce que j'ai eu l'occasion, dans mes fonctions à l'AMF, de rencontrer ce nouveau monde et des acteurs de la blockchain qui venaient nous interroger sur la réglementation applicable. Et j'ai eu envie donc de leur répondre et d'aider ces personnes qui avaient des beaux projets. Et c'est ce qui a inspiré la proposition de loi Pacte qu'a portée l'AMF et proposé cette loi au gouvernement français qui l'a adoptée en faisant de la France un pionnier dans la réglementation financière adaptée à la blockchain, puisque la loi Pacte a été adoptée en mai 2019, donc très très tôt, quand on voit que les Américains commencent à adopter une réglementation partielle dans ce domaine. Jusqu'à présent, le monde de la blockchain et les crypto-monnaies s'est développé dans un univers parallèle à la finance traditionnelle, avec beaucoup de nouveaux acteurs comme Binance, Coinbase ou Circle, dont certains sont devenus mieux valorisés que des banques. À ton avis, est-ce que cette situation va continuer ou au contraire, la finance traditionnelle est en train d'adopter les crypto-monnaies et la blockchain ? Alors là-dessus, moi je suis frappée par la vitesse à laquelle les deux mondes se rencontrent. C'était prévisible, mais ça évolue de façon extrêmement rapide et peut-être moins d'ailleurs dans le sens de la finance traditionnelle vers la crypto que l'inverse, puisqu'on voit maintenant beaucoup d'acteurs de la crypto aller vers la finance traditionnelle, notamment, je le vois moi dans mon métier, parce qu'ils demandent de plus en plus des agréments mixtes. C'est la tendance actuelle, hein, c'est-à-dire des agréments en tant que prestataire de services sur actifs numériques, donc des agréments MiCA dans la crypto, et aussi des agréments dans la finance pour être entreprise d'investissement, pour être émetteur de monnaie électronique, pour être prestataire de services de paiement. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser quand on a élaboré la loi Pacte en 2019, on constate, c'est une évidence maintenant, que la blockchain n'est pas un effet de mode, c'est aussi une invention que beaucoup comparent à la révolution d'Internet. Et si c'est vrai, et c'est ce qui semble être le cas, parce que je vois qu'elle transforme aujourd'hui profondément la finance dans toutes ses composantes. La blockchain, c'est une technologie d'avenir qui a des implications très très fortes dans la finance, mais aussi bien au-delà. Depuis 2025, je dirais qu'on est entré dans un monde nouveau parce qu'on est rentré dans un monde régulé dans la blockchain, dans la crypto de façon internationale, puisque, comme je vous le disais, la loi française a directement inspiré le cadre réglementaire européen avec à la réglementation MiCA, qui est devenue obligatoire pour le volet stablecoin dès juin 2024 et pour le volet prestataire de services sur actifs numériques, ex-PSAN en France, dès le 1er juillet 2025. On ne peut plus être prestataire de services sur actifs numériques sans détenir un agrément spécifique pour cela. Ce n'est pas possible de développer son activité sans ça. Et ça vaut pour toute l'Europe grâce au passeport européen. On peut dire que c'est le monde même qui est régulé, puisque les grands acteurs internationaux ne peuvent pas se passer de l'Europe, et que la culture de la réglementation, je crois, a maintenant imprégné profondément ce monde qui, au départ, était plutôt libertaire, ne voulait pas entendre parler de réglementation, mais beaucoup d'acteurs, dès le début, ont compris l'intérêt de cette réglementation parce qu'en réalité, on est dans la finance et que dans la finance, la confiance est indispensable et la confiance est créée par la réglementation. Et c'est ce qui contribue aussi à ce rapprochement avec la finance traditionnelle. On a un cadre juridique qui est complet. On peut aujourd'hui développer tous les projets que l'on souhaite sur la blockchain et ça c'est très intéressant parce que dès le début on a eu en tête qu'il fallait
permettre à ces acteurs de développer leur projet en toute sécurité juridique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notamment des Américains venaient en Europe, parce qu'ils nous disaient qu'il n'y a pas de réglementation aux États-Unis, donc il n'y a pas de sécurité juridique, et il y a eu des sanctions, comme vous le savez, parce qu'il n'y avait pas de loi adaptée à la crypto-monnaie. C'est en passe d'être modifié avec le Genius Act qui vient d'être adopté aux États-Unis et qui d'ailleurs inspiré, on en est assez fiers, du règlement MiCA. Et donc ce cadre juridique est complet, ça c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que ce cadre couvre à la fois la partie crypto-monnaie, donc les tokens qui ne sont pas des instruments financiers, donc tous ceux qui veulent avoir une plateforme de négociation pour acheter, vendre des crypto-actifs, notamment les plateformes de négociation sont des PSCA, donc des prestataires de services sur crypto-actifs qui doivent avoir un agrément MiCA. Mais on a aussi pensé aux instruments financiers, parce que l'émission et la négociation d'instruments financiers sur la blockchain est également très importante. Et ça, on ne pouvait pas le faire avec la réglementation financière traditionnelle parce qu'elle n'est pas adaptée à la blockchain. Et donc, on a proposé en France aussi, à l'Europe, le règlement européen du régime pilote qui permet précisément de négocier sur la blockchain des instruments financiers et d'assurer le règlement livraison sur ces mêmes plateformes blockchain. Donc, c'est une innovation absolument majeure. Et voyez bien que ce faisant, grâce à ces deux textes, deux piliers, on a la possibilité de lancer des projets sur la blockchain qui sont extrêmement ambitieux, à la fois qu'il s'agisse d'instruments financiers ou pas. Est-ce que tu voudrais bien nous donner quelques exemples concrets de cette transformation de la finance par la blockchain? Alors ça c'est un constat qui me frappe en tant que praticien du droit. Je crois qu'effectivement toutes les composantes de la finance sont impactées par l'évolution de la blockchain. Alors, prenons des exemples, effectivement. D'abord, les paiements. Les stablecoins ont pris une place extrêmement importante dans les transactions et notamment transfrontalières. Vous savez que près de 100 milliards de dollars de transactions quotidiennes sont faites en stablecoin contre 40 milliards de dollars pour Visa et 25 milliards de dollars à peu près pour Mastercard. Ça veut dire que ces montants sont supérieurs à ceux des réseaux traditionnels. Alors on peut nous dire, ce ne sont pas tout à fait les mêmes paiements, etc. C'est vrai, mais ce qui est incontestable, c'est que ça prend une importance absolument majeure. Et notamment dans les transactions transfrontières où là les coûts sont radicalement baissés grâce aux stablecoins. Et donc c'est un phénomène qui, à mon avis, ne peut que perdurer. Et je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière, tant les avantages du stablecoin, qui, comme je vous le rappelle, est adossé à une monnaie officielle, n'a pas les fluctuations des crypto-monnaies, rend des services à tous les acteurs. Et d'ailleurs, je lisais une étude récente qui disait que 90% des patrons de banque aujourd'hui envisageraient de recourir aux stablecoins dans leur système de paiement. Alors si on passe maintenant aux services d'investissement, on a maintenant les outils juridiques pour créer une plateforme d'investissement, j'allais dire mixte. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Imaginez une plateforme qui fonctionne sur une blockchain et qui va vous permettre à vous, investisseurs, d'acheter des crypto-monnaies. Mais demain, vous aurez sur la même plateforme la possibilité d'acheter des titres financiers, de financer une entreprise en souscrivant à des obligations, ou bien d'acheter des titres, des actions, ou bien d'acheter de l'or, ou bien des objets de collection, ou que sais-je. Bref, imaginez une plateforme où on vous proposerait toutes ces possibilités d'investissement. Eh bien, c'est possible aujourd'hui grâce à la blockchain et à la réglementation qui a été mise en place, qui va même, comme je vous le disais, jusqu'à autoriser le règlement livraison des titres sur la blockchain. Et je ne vois pas comment ce type de plateforme pourrait ne pas fonctionner. Imaginez les jeunes aujourd'hui qui sont habitués à acheter des crypto-monnaies. Demain, si on leur propose d'acheter un petit peu d'immobilier, un peu d'or, etc., ça va être tellement facile. Les frais seront réduits, la fiabilité est totale, la transparence est totale, les coûts sont moindres, c'est facile. Donc je crois vraiment que c'est aussi en train de révolutionner l'investissement de ce point de vue. J'ai un troisième exemple en tête qui me vient après une visite aux États-Unis d'un de mes clients qui me disait qu'il avait des projets pour la bourse. Et ça, je ne suis pas sûre que beaucoup d'acteurs aient compris ce qui pouvait être possible en matière de marché financier. En ce moment même, ce client me disait qu'il était en train de négocier un contrat avec une bourse aux États-Unis pour faire fonctionner la bourse sur une blockchain, tout simplement.
Et quand on y réfléchit, ça permet, grâce à une blockchain, vous pouvez négocier les titres sur la plateforme. Vous avez un carnet d'ordre, un vrai système de négociation, un MTF, qui peut être mis en place avec le système de livraison. Vous n'avez pas d'intermédiaire. Les coûts sont baissés. Et on a là un modèle qui me paraît complètement disruptif. Et je me demande si ça ne va pas tout simplement rendre obsolètes les modèles de bourse actuels. À ton avis, est-ce que la blockchain va toucher d'autres secteurs de la finance ? Je pense que les banques doivent vraiment regarder de près ces évolutions techniques. Il faut arrêter de penser que blockchain et crypto-monnaie, c'est la même chose. Hein. La blockchain, c'est une technologie d'avenir. Comme je le disais, on peut émettre et négocier des titres financiers sur la blockchain. Par conséquent, pour les banques, c'est très intéressant d'y penser. D'ailleurs, certaines y pensaient déjà au moment où on a proposé la loi Pacte, d'émettre des obligations, par exemple, sur la blockchain. Mais il y a beaucoup de possibilités pour les banques qui aussi ont des demandes maintenant de leurs clients qui veulent un peu cette diversification. Je crois qu'elles ne pourront pas résister à cette tendance qui, encore une fois, n'est pas un effet de mode. Ça s'installe profondément dans la vie des investisseurs. On a aujourd'hui plus d'investisseurs en crypto que d'actionnaires en France. Hein, donc ça veut dire quelque chose. Donc il faut que les banques en prennent conscience. Il y a notamment dans les stablecoins et les paiements des choses très intéressantes à faire. Et ne pas le faire serait à mon avis une faute parce qu'il y a un tournant technologique qui, à mon avis, va s'imposer. Et ce que je crains un peu pour les banques alors certaines le font hein, comme JP Morgan ou certaines banques américaines et qui d'ailleurs vont y aller d'autant plus maintenant qu'il va y avoir une réglementation qui va être complétée aux États-Unis. Eh bien, il faut qu'elles se saisissent de ces opportunités du cadre juridique dont je parlais qui est complet. Quand on l'a imaginé en France au départ, on a pensé aux banques avec des procédures simplifiées et donc on ne leur demande pas de reconstituer des dossiers aussi complets que pour les nouveaux entrants. Donc elles ont des facilités et il faut qu'elles se saisissent encore une fois de ces opportunités parce que je crains que si elles ne le font pas, les acteurs de la crypto au sens large, les circles qui se sont introduits en bourse à 7 milliards sur la bourse de New York, qui sont, dit-on, valorisés à 30 milliards dorénavant, et les gros acteurs de la crypto ont les moyens de racheter des banques déjà. et surtout, ce que je constate, ces acteurs-là sont déjà en train de demander des agréments bancaires. Et donc, eux viennent à la finance traditionnelle par les agréments bancaires, vont grignoter en quelque sorte la finance traditionnelle, tout en offrant cette palette complète de services, y compris sur les actifs numériques et les crypto-actifs. Par conséquent, si les banques, elles, ne le font pas, je crains qu'elles restent avec les activités les moins rentables. Les acteurs de la crypto s'étant petit à petit saisis et emparés de tout ce qui était rentable et pouvant proposer à leur clientèle jeune d'avenir cette palette complète que les banques ne leur proposeraient pas. Anne, je voudrais vivement te remercier pour ces éclairages très intéressants.